Bonsoir et bienvenue sur Résistance et Liberté pour cette nouvelle émission L'Incubateur. Donc avec Roger, nous avons le plaisir de recevoir avec nous ce soir Rachid Mokrane. Salut Rachid. Bonsoir à tous et toutes. Et Philippe Mazuel du Parti Patsché. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous et toutes. Oui, bonsoir. Bonsoir Maxime, Roger, bonsoir à vos spectateurs. Et donc Roger, je te laisse prendre la main. Voilà. Je vais faire le partage comme d'habitude. Super. Voilà, et bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être là. On en est à notre 5e. Très rapidement, quand on a démarré au mois d'octobre, on avait dit qu'on aurait un rythme d'une émission par mois et que s'il y avait de la demande et que c'était suivi, on ferait l'effort d'accélérer. C'est chose faite. On est suivi, les gens sont demandeurs, donc on passe à 2 émissions par mois. Et donc, pour cette 5e, nous recevons donc Patsché, Philippe Mazuel et Rachid Mokrane. Alors, Rachid Mokrane qui représente République Écologie Solidaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Mais Mokrane est connu un peu comme le loup blanc. Ce qui est intéressant aujourd'hui de lancer cette émission, c'est qu'on se connaît tous un petit peu, seulement parce qu'on est des amis, mais on se connaît parce qu'on a déjà combattu ensemble. On s'est déjà aidés mutuellement sur différentes élections pour pouvoir porter nos voix et porter nos mouvements. Et c'est avec une grande satisfaction que je vous reçois. On va commencer par notre ami Philippe. On va lui te donner la parole. Et puis après, on passera avec Rachid. Philippe, à toi la parole, mon ami. Donner la parole. Et puis après, on passera avec Rachid. Philippe, oui, bonsoir à toutes et tous. Philippe, je pense qu'il faut que tu coupes ton autre fenêtre pour l'instant. Ça fait écho. Oui, bonsoir. Il y a un micro là. La fenêtre avec le graphique. Que je coupe quoi, pardon? La fenêtre avec le graphique, je pense que ça fait écho. Il y a un écho en même temps, c'est très dur. Ouais. C'est un problème de micro, à mon avis, Philippe. Il y a un écho en même temps, c'est très dur. Ouais. C'est un problème de micro, à mon avis, Philippe. Je coupe ton micro 30 secondes, Philippe. Est-ce que tu manques que tu dois regarder le live en même temps? Il faut que tu coupes ça parce que il y a quelqu'un qui regarde le live en même temps. Et c'est pour ça qu'il y a de l'écho. Il faut que tu coupes ça parce que il y a quelqu'un qui regarde le live en même temps. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y a de l'écho. Désolé, c'est les aléas du direct. Il va revenir. On donne la parole à Rachid en attendant. Vas-y Rachid, à toi. Ton micro, Rachid. Moi, j'irai dans le vif du sujet, parce que je pense que le diagnostic, nous l'avons tous et toutes. Moi, j'irai dans le vif du sujet, parce que je pense… Là, du coup, il y a l'écho qui me revient. Là. Bon, vas-y, là, il n'y a plus d'écho. C'est sûr, voilà. Ouais. L'analyse de la situation, elle est faite. Alors moi, je dis, voilà, par expérience, depuis plus de 40 ans d'engagement, aujourd'hui, je prends conscience qu'en fait, il existe des réseaux d'influence qui se parrainent, qui s'auto-parrainent et qui, depuis des années, ont le pouvoir, excluant des pans entiers de la population. Nous sommes des millions à être exclus du débat public, des instances de décision. Et du coup, jusqu'à il y a quelques années, il y avait 2 blocs et c'était pas possible d'exister. Aujourd'hui, il se trouve que, je vais pas citer des noms, mais il y a des stratèges qui ont fait que la vie politique a explosé et qu'aujourd'hui, il y a une seule force qui aujourd'hui a émergé
et qui pèsent très très lourd, sinon tous les autres sont à la ramasse. Alors moi, je voudrais parler des mouvements, des petits mouvements existants, qui ont leur part de responsabilité depuis 10 ans dans l'échec que nous vivons et qui fait que on n'a pas été capable, nous les acteurs de la société civile, c'est-à-dire ce que moi j'appelle les forces citoyennes, les écologistes indépendants, les régionalistes, ceux qui ont fait aussi l'histoire des Gilets jaunes, il y a un certain nombre d'acteurs, de militants, et tout ce monde-là a pensé qu'il pouvait tout seul, et souvent, parce que les égos sont à l'œuvre, parce que la nature humaine, elle est ce qu'elle est, on pense qu'on a la science infuse et qu'on peut exister parce qu'on a de belles idées, parce qu'on défend telle cause, telle idéologie, etc. Et donc, moi, j'ai compris que tout seul, on ne pouvait pas exister. Et en même temps, chacun a son identité. Celui qui défend la cause animale, il n'est pas sur le même thématique que les régionalistes. Il n'est pas sur la même thématique que celui qui défend le modèle républicain. Il n'est pas sur le modèle de celui qui défend une certaine idée de l'Europe, etc., etc. Bon. Et donc, moi, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, il fallait les structures formalisées avaient fait leur temps, et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs et de structures, de mouvements qui existent, qui veulent garder leur identité et qui en même temps ont envie d'avoir ce pouvoir d'agir, ce pouvoir d'influence. La seule date sur laquelle moi, je suis allé avec mon bâton de pèlerin depuis 4 mois, je suis allé voir tous les mouvements. Tous les mouvements que vous pouvez, je ne vais pas les citer parce que ça crée des passions, etc., etc. Il y a une trentaine de mouvements. Je leur ai dit, voilà, nous, on a une échéance qui s'appelle les municipales 2026. C'est la seule élection sur laquelle on peut s'entendre, on peut mutualiser nos forces, on peut mutualiser nos intelligences, on peut mutualiser nos compétences, nos savoir-faire. On peut contribuer à faire qu'il y ait 1 millier d'élus. C'est la seule condition sine qua non pour nous donner un pouvoir d'agir, un pouvoir d'influence. C'est-à-dire annoncer 250 à 300 listes aux prochaines élections municipales. Mais si on ne s'y prend pas maintenant, on n'y arrivera pas. Donc, j'ai réussi une chose, je m'excuse, mais je le dis, j'ai réussi à expliquer à chacun qu'il y a trois éléments fondamentaux dans les valeurs que nous devons partager. 1, le respect mutuel profond. Il est interdit de critiquer les uns et les autres et de dire du mal des uns et des autres et des histoires personnelles. Nous devons nous transcender, nous devons nous dépasser dans l'intérêt supérieur de la nation. Moi, j'ai été surpris. On m'a dit OK. On m'a dit OK. Donc aujourd'hui, il y a une trentaine de mouvements qui se retrouvent dans un espace sur WhatsApp et qui ont dit OK. Mais la chose originale, c'est qu'en fait, on va rester avec nos identités, mais c'est un web magazine qui va être un petit peu notre porte-avions. C'est-à-dire qu'on va avoir la possibilité d'organiser, de fédérer un réseau de chercheurs, de journalistes intellectuels autour de journalistes qui vont prendre la plume et vont nourrir ce magazine. Et nous allons rester en lien. Nous allons organiser des séminaires dans les relations réelles pour savoir un peu comment on s'organise pour ces fameuses municipales et éventuellement organiser en octobre une grande messe à Paris où chaque mouvement pourra prendre bien sûr la parole, une grande messe à Paris pour exprimer à la fois notre révolte, notre analyse de la situation et qu'aujourd'hui la classe politicienne
qui a passé sa vie à défendre ses intérêts particuliers, ses intérêts personnels, et des millions de citoyens le savent. Les citoyens le savent, mais ils ont besoin d'avoir en face d'eux une véritable force capable de tenir le crachoir à ce monde-là, à ce monde qui nous méprise, qui joue l'arrogance, qui continue. La preuve, hein, on le voit, hein, ces élections législatives, ce gouvernement Barnier, ce gouvernement Bayrou, c'est vraiment de la fumisterie. On nous prend pour des imbéciles. Donc, c'est à nous de nous donner un pouvoir d'agir, un pouvoir d'influence. Moi, je crois que je pourrais, moi, en tant que mouvement République écologique, et voilà, et j'y vais, je fais. Non. Moi, je pense que c'est tous ensemble, on trouve sur la base d'un programme minimum. Il n'y a pas de programme commun au maximum. C'est un programme minimum. Pourquoi? Parce que tout le monde ne peut pas s'entendre sur tout. Il y a des histoires interpersonnelles qu'il faut balayer. Je l'ai dit à chacun. D'ailleurs, il y en a un qui m'a appelé pour me dire, oui, qu'est-ce que fait ce mec dans ce groupe? J'ai dit, écoute, il y a une règle, tu respectes la règle. Si tu respectes pas la règle, tu peux pas rester dans le groupe. C'est pas possible. Comment? Tu voudrais que j'intègre quelqu'un et qu'on l'exclue? J'ai été obligé de lui dire, avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin, regarde la poutre qu'il y a dans ton œil. Chacun d'entre nous, on est porté par des valeurs, on a envie de faire. Moi, j'ai 64 piges. Je ne suis pas dans une stratégie personnelle. Je ne suis pas dans une stratégie politique personnelle. Par contre, je me dis que 40 ans d'engagement et puis aller me recoucher en me disant que la déception a été produite volontairement par le système pour qu'on se replie. La vérité, elle est là, les amis. Avant, on coupait la tête du leader. À l'époque de Louis XIV et tout, on leur coupait la tête. Aujourd'hui, il suffit de décevoir. Ben, nous, on a la chance d'être là ce soir, entre nous. Il y a aujourd'hui une trentaine de mouvements qui sont fédérés. Et moi, je dis que à mon ami Roger, qui est à l'origine avec vous de l'incubateur, nous aussi, on crée un incubateur. Il y en a un autre. Eh ben, il faut qu'on trouve un modus vivendi entre nous pour créer les conditions avant fin mai pour nous dire voilà le programme minimum sur lequel on part et on se donne ce pouvoir d'agir, ce pouvoir d'influence. Je peux vous garantir une chose, avec ça, à mon avis, hein, les politiques, ils rigoleront pas. Excusez-moi d'avoir pris tout ce temps, hein, Philippe et Maxime. Excusez-moi. Non, c'est ton temps qui est alloué. Et tu t'es expliqué, tu as dit, les choses sont claires. Ça suscite déjà, même moi dans ma tête, en t'écoutant déjà des questions. Mais avant d'aborder sur des échanges par rapport à ce que tu as dit, on va demander à Philippe, qui lui aussi fait partie de tout ça, puisque on s'est rencontrés sur différents lieux pour essayer de mettre des stratégies communes. Donc, on va lui demander qu'il présente son mouvement et qu'il nous dise, lui, ce qu'il en pense. Bien, merci beaucoup et puis merci à Mokrane, c'était très intéressant et j'ai pu apprécier, comme les autres auditeurs, son enthousiasme. Et c'est ce dont on a besoin dans des moments comme celui-ci, c'est bien l'enthousiasme. Donc, bravo, il faut combattre. Alors, en 2 mots, je présenterai Pace. Donc, Pace, c'est le Parti citoyen européen que j'ai créé à Bruxelles en 2007, donc ça fait bientôt 18 ans. Et en fait, pourquoi avons-nous créé à ce moment-là ce parti en se disant qu'il fallait créer l'Europe des citoyens? C'est-à-dire que l'Europe a avancé depuis 1950, elle a progressé, elle a beaucoup progressé. En 75 ans, on va fêter le 9 mai les 75 ans de l'Europe, ce qui n'est pas rien quand même, du projet européen, et on a beaucoup avancé. Je ne vais pas ici, évidemment, faire le détail, ça serait extrêmement ennuyeux, mais c'est une réalité. Alors, nous avons pensé qu'il était important d'accompagner le développement de l'Europe par un développement de l'Europe des citoyens, c'est-à-dire l'engagement des citoyens dans des partis européens, c'était à sortir d'un cadre purement national pour travailler ensemble, entre Européens, à l'avenir de l'Europe. Donc, c'est aussi simple que ça. En fait, vous savez qu'on parle depuis 1986, depuis l'acte unique qu'avait lancé Delors,
des 4 libertés, liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes, eh bien, nous aimerions développer la 5e liberté, la liberté de circulation des idées politiques. Et des bonnes, évidemment. Voilà. Parce que les mauvaises trouvent toujours à circuler. Voilà. Donc, en fait, en 2 mots, il faut qu'à un moment donné, les citoyens s'organisent pour faire émerger un espace politique européen, parallèlement à l'espace politique national, bien entendu, et partager des idées sur l'Europe. Voilà. Et alors, ce que je rappelle quand même que depuis le 1er janvier 1993, nous sommes des citoyens européens. C'est pour ça que notre parti s'appelle ainsi. Nous sommes tous les nationaux des États membres sont en même temps des citoyens européens avec des droits attachés à cette citoyenneté européenne. Alors, je salue votre émission à laquelle je participe pour la première fois, qui s'intitule « Résistance et liberté ». Et j'aimerais aborder 2 sujets qui concernent justement la résistance et la liberté. Le premier, c'est la situation internationale, à savoir la situation en Ukraine, avec la prochaine intervention, enfin qui est en cours d'ailleurs, de Donald Trump et son équipe américaine. Et le deuxième, ce sera la situation politique intérieure qui fera écho, je pense, à ce qu'a dit Mokrane tout à l'heure. Alors, sur la situation internationale, vous savez que Trump avait annoncé qu'il réglerait le problème de l'Ukraine et de la Russie en 24 heures ou en 48 heures, je ne sais pas. Bon, on est aujourd'hui plutôt à 100 jours, puisqu'il a nommé un émissaire qui a 100 jours pour lui. Donc maintenant, un peu moins, peut-être à 80, 88. Oui, c'est ça, 88 à peu près, pour lui proposer une solution. Et je voulais vous proposer de réfléchir à ça en vous montrant, alors je ne sais pas si je peux présenter la carte ou c'est toi qui l'as, Roger? Tu l'as ou il faut que je la remette? Non, c'est Max. Non, c'est Max. Non, il faut que tu la remettes. Il faut que tu la remettes parce qu'il y avait de l'écho. Donc moi, je la remets, donc je partage l'écran en fait. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Voilà, tout le monde la voit? Alors, je la mets là. Ok. Voilà. C'est bon. D'accord. Donc, je suis désolé, mais je n'en ai pas trouvé sans ce sympathique Donald Trump, donc qui, comme vous savez, essaie d'apparaître partout où il peut, et ça ne manque pas d'apparaître ici. Alors, est-ce que vous la voyez bien, la carte? Tout le monde la voit bien? On la voit bien, oui. Oui, on la voit. Hein. Très bien. Donc, en haut à gauche, vous avez l'Europe. Là, on voit l'Ukraine en jaune, la Russie en rouge, avec la petite enclave rouge, là, c'est Kaliningrad. Donc, c'est un morceau de la Russie qui est enclavé entre la Pologne au sud, la Lituanie au nord, donc qui est vraiment dans l'Union européenne. Donc, nous avons un morceau de Russie dans l'Union européenne. Et puis là, le Bélarus en blanc, qui est un allié très proche de la Russie. Alors, la région dont on parle, évidemment, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine donc qui est en jaune là, pardon, je sais pas si, oui, c'est ça qui est en jaune. Et donc ici vous voyez une carte un peu plus, évidemment beaucoup plus détaillée, avec à l'est la zone occupée par les troupes russes. Donc vous avez ici, est-ce qu'on voit ma flèche quand je la promène ou pas? Oui. D'accord. Donc ma flèche est là sur le Donbass, c'est-à-dire sur les 2 régions de Louhansk et Donetsk qui ont été non pas annexés par la Russie, mais quasi, il a reconnu leur indépendance. Donc, il a reconnu que c'était des républiques indépendantes. Bon, mais enfin, ça ne trompe personne. Et puis, il y a tous les territoires qu'il a pris depuis, qui sont tout le reste, et la Crimée qu'il avait prise en 2014, juste au lendemain des Jeux Olympiques de Sochi. Voilà. Alors, quelle est la proposition ce qu'on pense être la proposition de Trump, ce qui pourrait sortir? Ça serait d'une part que Kiev s'engage à ne pas rejoindre l'OTAN avant 20 ans. Pourquoi? Tout simplement parce que Poutine ne veut pas entendre parler de l'OTAN tant qu'il sera président de la Fédération de Russie, donc encore quelques années, et peut-être même de son vivant. Pourquoi? Tout simplement parce que l'OTAN, c'est l'adversaire, évidemment, c'était l'adversaire de l'Union soviétique dans le cadre de la guerre froide, et c'est l'adversaire de la Russie
depuis 1949, sa création. Donc là aussi, ça commence à faire, ça fait 76 ans. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, c'est que la frontière, excusez-moi, entre la Russie se verrait laisser tout ou partie du territoire occupé. Évidemment, il y aura des négociations, mais enfin, et en tout cas, le long de la frontière qui sera finalement arrêtée, il y aurait une zone démilitarisée avec des troupes européennes qui assureraient la sécurité de cette frontière. Voilà. Donc en fait, ce sont les Européens qui assuraient la sécurité de la frontière est, au fond, de ce qui va devenir un État de l'Union européenne, puisqu'on a promis à l'Ukraine qu'elle entrerait dans l'Union européenne pour la sécuriser aussi. Et donc, ce sont les Européens qui assuraient cette mission. Alors, qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça me rappelle cette phrase d'Angela Merkel en mai 2018, donc ça fait déjà quelques années, qui avait dit « on ne peut plus compter sur les Américains en matière de défense ». Voilà, donc je crois qu'on est en train de tourner une page, on va voir. Trump a demandé déjà que nous augmentions notre contribution au budget de l'OTAN jusqu'à 5% de notre PIB. Donc, ça veut dire qu'il veut payer moins, mais ça, c'est du Trump tout craché. Il veut payer moins et finalement, il donne plus de responsabilités aux Européens. Alors, faut-il s'en plaindre ? Moi, je vous invite à y réfléchir parce que ça veut dire qu'enfin, les Européens seraient amenés à prendre en main leur destinée. Ça ne veut pas dire que l'OTAN s'arrêterait, mais l'OTAN ne serait pas, évidemment, en première ligne dans cette affaire, ce seraient les Européens. Voilà ce que... Je m'arrête là parce que là, peut-être il faut ouvrir à des questions éventuellement, si ce n'est pas clair, pour essayer de bien comprendre ce qui, a priori, pourrait être un plan de Trump. Hein. Évidemment, il n'a pas été déposé, on ne le connaît pas. Pour le moment, il est secret, mais voilà ce qui est sorti dans différents médias. Oui, mais justement, il y a quelqu'un, encore, moi j'ai vu passer une note d'un général de gendarmerie, général de gendarmerie, qui disait une note interne, hein, apparemment, où il disait à ses effectifs qu'il fallait se préparer à des conflits dans quelques temps. Et donc là, il y a quelqu'un qui me dit, source militaire, nous allons prochainement rentrer en Troisième Guerre mondiale. Est-ce que Philippe, peut-être, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? Oui, alors moi j'ai été militaire pendant 7 ans, donc je connais un peu comment dire, la façon de penser des militaires, et il n'est pas tout à fait, je n'ai pas lu l'article, hein, je n'ai pas pu le voir encore, il n'est pas tout à fait anormal qu'un général, même si c'est un général de gendarmerie, prépare un peu ses troupes en disant on se prépare au pire. Hein. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que ce général a raison, qu'il a une boule de cristal, etc. Non, je pense que si Trump arrive à trouver un accord avec Zelensky et avec Poutine et évidemment les Européens, puisque les Européens auront un rôle à jouer, comme je viens de le dire là-dedans, on éloigne évidemment le risque d'une troisième guerre mondiale. Je rappelle aussi que la troisième guerre mondiale, ça veut dire l'arme nucléaire qui fait peur à tout le monde et qui n'a pas été utilisée depuis 1946. 45, pardon. Elle a été utilisée en août 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Depuis, tout le monde en a tellement peur qu'elle n'a pas été utilisée. Donc, on en brandit la menace, mais voilà. Et puis, en plus, au-delà de l'Ukraine, on n'a que des pays de l'OTAN. La Roumanie que l'on voit là, Romagna, la Pologne, tous ces pays-là, les pays baltes, sont dans l'OTAN. Donc, agresser un pays de l'OTAN, c'est agresser 30 pays. Puisque dans l'OTAN, nous sommes 30, donc Poutine n'est pas fou. Puis j'ai envie de te dire, Philippe, avec la puissance des armes nucléaires contemporaines, qui sont, alors j'ai pas les chiffres, mais c'est peut-être 10 000 fois plus puissant que ce qui a pu se passer au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima, qui automatiquement entraînerait une riposte. Clairement, c'est la fin du monde.
Oui, en tout cas, c'est la fin probablement d'une grande ville de Russie, d'une grande ville des États-Unis, etc. Donc, effectivement, il y aura des dégâts considérables. Je pense que personne n'a vraiment envie de ça. Aujourd'hui, Poutine, il faut quand même regarder les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, Poutine, il a remporté quand même une très grande victoire. Il entre dans l'histoire comme le tsar qui a récupéré la Crimée, qui avait été prise aux Turcs au XVIIIe siècle et donnée, je le rappelle, à l'Ukraine en 1953, alors qu'elle faisait partie de la Russie, a été donnée à l'Ukraine dans le cadre de l'Union soviétique pour célébrer les 300 ans d'amitié entre l'Ukraine et la Russie. Donc, il aura rendu, pour autant qu'évidemment les choses restent en l'état et que l'Ukraine ne la récupère pas, mais si dans l'état actuel des choses, Poutine, il a déjà un bilan vis-à-vis de sa population et de l'histoire qui est satisfaisant. Donc, toute la question va être de savoir, bien sûr qu'il aurait aimé il a essayé de prendre Kiev, il aurait aimé faire basculer toute l'Ukraine, mais il s'est cassé les dents. Il a bien vu qu'il y avait 40 millions d'Ukrainiens qui n'avaient pas envie d'être russes aujourd'hui. Donc, je pense que là, je suis un optimiste, donc attention, je pense que le risque d'une guerre s'éloigne, que Poutine sait très bien que Trump est un homme qui est assez déterminé avec tous ses défauts, mais qui sait ce qu'il veut. Donc, je pense que les choses vont avancer, mais voilà, plutôt dans le bon sens. Donc, ce qui me paraît intéressant dedans, si ça avance dans ce sens-là, c'est que les Européens se retrouvent enfin à prendre leurs responsabilités. Et nous, je vous rappelle pas parce que vous ne le savez pas, mais quand nous avons présenté une liste aux européennes cette année, nous avions une de nos priorités, c'était la création d'une armée européenne, justement pour que les Européens prennent enfin leur destin en main et qu'on cesse d'avoir 27 armées nationales, ce qui évidemment n'est pas forcément un gage d'efficacité, ni d'ailleurs d'économie, parce que du coup, il n'y a pas d'économie d'échelle qui sont faites dans ce dispositif. Excusez-moi d'avoir été trop long. Alors, moi, je voulais juste dire quelque chose par rapport à tout ce que vous dites. Quand on voit que l'humanité, elle n'a pas été capable de bâtir le dernier étage de la démocratie globale, c'est-à-dire un parlement, entre guillemets, un parlement mondial qui pourrait, face à toutes les crises, les pandémies, etc., qui aujourd'hui sont capables de ravager la Terre, ils n'ont pas été capables de la bâtir. Et on est dans une logique de compétition internationale avec tout ce que ça implique. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le profil de ces présidents. C'est leur profil psychologique. C'est pas une histoire d'idéologie. Moi, je pense, quand je vois un Trump, un Musk, un Kadhafi, un Poutine, même un Sarkozy. Bon, encore que lui, c'est une couleuvre qui ne, voilà. Donc moi, c'est ces profils, les Berlusconi, etc. Je trouve qu'on a affaire à des individus qui sont tellement névrosés que les délires paranoïaques dans lesquels ils peuvent être et le pouvoir absolu qu'ils peuvent avoir à un moment donné et la façon dont ils verrouillent leur système peut nous amener malheureusement à quelque chose de très très grave sur le plan d'une guerre totale. Je le dis parce que on voit bien comment Poutine, il n'a pas cessé de menacer par rapport aux gesticulations de Macron, etc. Mais je crois que ça c'est très révélateur. Et comme on n'a pas eu le dernier étage du Parlement mondial qui pourrait réguler les délires paranoïaques qu'il peut y avoir, moi, ça m'inquiète un peu quand même. Vous voulez que je réponde sur ce point, si je peux? Bien sûr. Philippe. Bien, le Parlement mondial, il existe, il s'appelle les Nations Unies, sauf qu'il n'a aucun pouvoir. Donc, il existe depuis 1945 avec un conseil. Moi, je crois pas, Philippe. Moi, je crois qu'il sert des intérêts. Je peux terminer? Ouais, excusez-moi. Donc, le Parlement, je veux dire, il existe, sauf qu'il n'a aucun pouvoir. C'est-à-dire que ce sont simplement les États qui se rassemblent, mais juste pour discuter, parfois pour s'invectiver. Et donc, la seule instance qui avait été mise en place, qui est le Conseil de sécurité, avec 5 membres permanents, la Russie,
les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni, est paralysée par le droit de veto. Et donc, nous, on avait écrit un livre en 2014 qui s'appelle « Donne une voix à l'Europe », avec Audric Alexandre, qui, je pense, est en ligne et qui est le président maintenant de Pache. Nous avions écrit un livre, enfin un chapitre sur les Nations Unies, et en disant qu'il était temps de changer de système, d'ouvrir le Conseil de sécurité et probablement de renforcer le siège tenu par la France et de lui donner une pérennité en le mettant à la disposition de ce que nous appelons, nous, la République européenne. Je dis bien à la disposition, ça resterait le siège de la France, mais il serait mis à disposition de la République européenne pour avoir plus de poids, puisque nous aurions plus de poids avec 400 millions, 300, 400 millions de citoyens qu'avec 70. Voilà. Donc, je crois qu'il y a vraiment tout un travail à refaire. On ne pourra pas redonner du poids à ce Parlement mondial dont tu parles sans changer les règles du Conseil de sécurité, les règles de fonctionnement des Nations Unies. Il est quand même anormal que l'Inde ne soit pas représentée au Conseil, n'est pas un siège permanent. Il est anormal que l'Amérique latine, le Brésil, ne soient pas représentés. Et puis, je pourrais voilà. des exemples, et peut-être le Nigeria aujourd'hui, enfin, ou d'autres pays. Ou alors plutôt, d'ailleurs, des associations de pays. Ça peut être l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, ça peut être… Voilà. Mais il faut réformer le Conseil de sécurité. C'est une priorité. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas parler uniquement… Enfin, l'avenir de la France, il dépend aussi beaucoup de la façon dont on va être capable de gérer les questions internationales. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Ah oui, une autre chose, oui, évidemment, on a beaucoup de gens qui ont des profils inquiétants. Je pense que ça a souvent été le cas. Aujourd'hui, c'est amplifié par les médias. Et puis, on a des gens tellement… Enfin, je veux dire, c'est très difficile de décrire Trump. Enfin, voilà, il est tellement excessif dans son narcissisme qu'on est tous sidérés, y compris d'ailleurs beaucoup d'Américains. J'ai affiché une question que je ne comprends pas trop, parce que je ne pense pas que ce soit vrai. Trouvez-vous normal que Macron veut, alors je lis comme c'est écrit, veut donner la possibilité à Israël d'utiliser notre arme atomique? Je ne vois pas comment Israël, qui a une force de dissuasion nucléaire, aurait besoin de la nôtre. Donc, je peux répondre. Mal formulé. Oui, vas-y, je t'en prie. Bon, d'abord, les Israéliens n'ont pas besoin de nous, ils ont la bombe atomique. Donc, ils ne l'ont jamais dit parce qu'ils sont tenus normalement par le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Donc, comme le Pakistan, comme l'Inde, etc., ils ne disent pas qu'ils l'ont, mais bien sûr qu'ils l'ont. Donc, ils n'ont pas besoin de nous. Et juste un mot à ce sujet, la bombe atomique ne se partage pas. Elle est entre les mains d'une seule personne, qui est le président de la République française, ou le président des États-Unis, ou le Premier ministre britannique, qui lui encore doit demander, il a la double clé, doit demander l'autorisation des États-Unis, mais ça ne se partage pas. Donc, voilà, tout ça me paraît assez… c'est assez… Voilà, ça n'a pas… Ce n'est pas, disons, une information qui me paraît très fondée. Voilà. Alors, si vous voulez, est-ce que vous voulez que je dise tout de suite un mot? Je voulais parler aussi de la situation intérieure pour répondre à ce qu'a dit Mocrane. Tu vas reprendre derrière, mais je vais, si vous voulez bien, par rapport à tout ce qui vient d'être dit un petit peu, je voudrais amener un petit peu, moi, de l'eau au moulin, parce que on a tous eu des positions tranchées, tu l'as dit, notamment avec des propositions cohérentes par rapport aux dernières européennes. Et moi, je vous dis tel que je le vois et tel que je le ressens. C'est-à-dire que forcément, quand on parle de la sécurité en général, des peuples et des nations et des citoyens, ça a du bon sens. Ça a du bon sens. C'est cohérent. Voilà. Du bon sens sur la sécurité pour tous les citoyens européens, ça a du bon sens tout cela. Mais pour obtenir cela, il faudrait tenir compte de l'avis des populations. Or,
tous les gens dont on a parlé qui détiennent un petit peu les clés de ces situations et sont dans le dénouement et dans le déroulement de ce qui se passe, ces gens-là, si j'ose dire, excusez-moi, ils ne tiennent pas compte de la volonté des peuples et de la volonté des citoyens. Parce que moi, quand on me parle d'une Europe unie pour la défense, je dis oui, bien sûr, ça paraît sensé pour se préserver et des uns et des autres. Mais ça peut m'intéresser, je peux dire oui, mais il faudrait qu'il y ait avec, par rapport à la régulation en général, il faudrait qu'il y ait une équité au niveau des populations européennes, économiquement je parle. Et là, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on peut tous partir sur une idée, une volonté juste, ou avoir tous une juste volonté, mais cette volonté, elle est commune. On l'a dit au début du conflit. Effectivement, je suis sûr que si on demande aux gens qui ont subi la guerre en Ukraine du côté russe ou du côté ukrainien, je suis sûr qu'il y a une majorité de gens qui, s'ils pourraient s'exprimer et voter, diraient non à la guerre, non à l'oppression, non à la guerre, non à l'oppression. Et là, on parle de guerre physique, on parle de militaire, on parle de combat. Mais il ne faudrait pas qu'on oublie cette dimension européenne, c'est on subit aussi une guerre économique qui fait peut-être moins de morts que sur le terrain des Donbass, mais qui est aussi dramatique au niveau des familles et au niveau de la population européenne. Et donc, l'intérêt de penser à l'Europe en gardant notre souveraineté me paraît intéressante, mais et je suis sûr que c'est la majorité des gens, parce que si on parle aux gens, on leur parle d'une Europe sociale, ils vont tous être d'accord, hein. Tout le monde va être d'accord d'espérer, parce que c'était comme ça, d'avoir le système français, sauf que force est de constater que ça fait plus de 10 ans qu'on a bradé, qu'on est en train de casser le système français, voilà, et qu'on est en train de vouloir ramener tous les gens et tous les acquis plutôt vers le bas pour des raisons économiques que plutôt sur quelque chose de respectueux et de correct qu'on devrait vivre aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, ce n'est pas de l'utopie, mais c'est de la réalité. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'il ne faut pas oublier cette valeur humaine, parce que nous pourrons faire une Europe que si tous les citoyens sont d'accord de nous suivre et sont d'accord de la faire. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas les présidents et les gouvernements qui vont nous faire l'Europe et qui vont nous amener dans une Europe s'ils ne tiennent pas compte, comme aux dernières législatives, de la volonté de la majorité des citoyens français. Voilà, qui ont dit haut et fort qu'ils étaient attachés à la démocratie, puisqu'ils sont tous venus voter. Et là, on est en train de les bafouer, et ça, c'est pas normal. Hegel a dit rien de grand ne se fait sans passion, et Descartes lui a répondu rien n'est durable sans méthode. Donc moi, je pense que ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était de dire que, imaginons que moi, je suis en adéquation et en accord avec Philippe, mais que Philippe reste dans son coin, et que moi, je reste dans mon coin, et que les 50 mouvements à venir restent dans leur petit coin. Comment vous voulez qu'on pèse dans ce débat? Comment vous voulez que nos idées aillent là où il faut? Là, aujourd'hui, Macron, même ses équipes, ce gouvernement, tout le monde en pense quelque chose, mais personne ose moufter. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Et ils se couchent tous, ils font tous les caniches, alors qu'ils n'en pensent pas moins. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça suffit, quoi. On ne peut plus accepter d'être soumis et dans une forme de servitude et être là derrière nos écrans, faire les applaudimètres ou bien nous révolter. Il faut qu'à un moment donné, toutes ces idées, tous ces projets, moi j'écoute, hein, Philippe Mazurel, il a un projet, Éric Lafont, il a de très bonnes idées, Roger aussi, Jean-Marc Governatori, sur la cause de l'écologie indépendante,
il a quand même réussi à faire 700 000 voix en 2009. Il s'est battu, etc. Alexis Boudot, lui aussi, il fait des choses de son côté. Imaginez qu'on arrive à trouver au moins un accord pour montrer à la fois aux décisionnaires qui sont en face de nous qu'on est capable de ça, parce que l'objectif, c'est pas d'avoir le pouvoir, c'est d'avoir plus, de pouvoir plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en commun, on arrive à peser 6, 7, 8% au niveau national, dans une logique politique où aujourd'hui, le PS a été quand même rendu à 2%, le PC à 1,5%, les Verts, ils étaient à 4, 4,5%, et encore, hein. Donc aujourd'hui, ils sont tous à la ramasse. C'est l'occasion rêvée de trouver un outil, non pas qui nous fédère, mais qui nous permet d'avoir un accord sur des municipales 2026 où l'objectif, ce serait un maximum d'élus et qui nous permettrait de rebondir après. Alors après, il va y avoir forcément, peut-être, j'espère, des leaders qui vont émerger, des gens qui ont une éthique de la responsabilité, qui ont des valeurs, qui ont des convictions, qui vont peut-être émerger. On va peut-être voir naître l'embryon de quelque chose qui donnera du pouvoir à la société civile. Donc moi, ce que je crois, c'est que c'est vrai, tout ça, c'est intéressant, mais comment on se donne du pouvoir d'agir, du pouvoir d'influence? Moi, je ne dirai pas le nom, j'ai participé, j'ai été directeur de campagne d'une structure, on a fait en moyenne 3, 3,5, 4 parfois, 5%. C'est énorme, les amis, c'est énorme dans le cas des législatives. C'est comme ça qu'on pèse. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir tous pris conscience de la difficulté que nous avons, chacun isolé dans notre coin, et que en mutualisant, non pas nos structures, chacun garde son identité, mais en mutualisant nos intelligences, on peut arriver à faire quelque chose. Et je voulais rebondir là-dessus parce que Philippe a dit tout à l'heure, on viendra au national et j'imagine que peut-être on va en parler. Alors, si, je peux reprendre la parole? Oui, bien sûr. Donc, pour répondre à l'intervention tout à fait compréhensible et naturelle de Roger, nous voulons créer une Europe des citoyens. Donc, l'Europe des citoyens, elle dit bien ce qu'elle veut dire, des citoyens européens. Ça veut dire on veut créer une République européenne qui soit à la fois parlementaire, comme la plupart des États européens. Il n'y a que la France qui n'est pas un pays parlementaire, encore qu'elle le soit devenue aujourd'hui, là, depuis la dissolution de M. Macron. Une République européenne sociale, une République européenne écologique, parce qu'il ne faut jamais perdre de vue cette dimension de revoir l'économie, décarboner l'économie, et encore plus, puisque M. Trump quitte l'accord de Paris et qu'il jette tout, il jette le bébé avec l'eau du bain, enfin il jette tout. Bon. Alors, tu parles de la remise en cause des acquis, et tu dis c'est pour des raisons économiques. Alors, c'est très souvent pour des raisons économiques, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a aussi des raisons idéologiques. Donc, des gens, quand on voit que Trump et comment il s'appelle l'autre là, Elon Musk, sont en train de détruire complètement l'administration américaine, ils suppriment les subventions à la santé, aux handicapés, etc. On voit bien que c'est idéologique. Donc, on détruit l'État parce qu'on veut faire la place aux entreprises. On veut que ce soit le privé qui décide. Que demain, nous soyons soignés dans des hôpitaux privés, des écoles privées, on soit formés dans des écoles privées, etc. Donc, c'est ça qu'il faut absolument rejeter. Et là-dedans, la défense du service public est fondamentale. C'est un élément fondamental. Alors, j'en viens maintenant à la politique, et peut-être pour dire que pourquoi est-ce que je pense que résistance et liberté s'appliquent aussi à l'intérieur. Mais parce que nous avons été confrontés, nous, à l'élection présidentielle. Et aujourd'hui, on voit l'état de notre démocratie. Or, le pivot de la démocratie en France, c'est l'élection du président de la République. D'ailleurs, tout le monde ne pense qu'à ça. Enfin, c'est terrible. Les gens au Parlement, ils ne sont pas en train d'essayer de régler les problèmes de la France, de se mettre d'accord pour avoir un budget, etc. Ils sont tous en train de se positionner par rapport à l'élection présidentielle pour dire, mais moi, je n'ai pas travaillé avec un tel, je ne me suis pas compromis avec un tel autre, etc. Bon, tout ça est assez lamentable et les Français, d'ailleurs, s'en rendent bien compte
J'ai vu que Macron, d'ailleurs, qui paye aussi ses mauvaises décisions, est impopulaire à 79% aujourd'hui quand même. Hein. Bon. Alors, cette élection, ce que les gens, je serai très bref, mais cette élection présidentielle, ce que les citoyens n'ont pas toujours en tête, c'est que ce n'est pas une élection à 2 tours, c'est une élection à 3 tours. Et le premier tour, il échappe complètement aux citoyens, puisque c'est la sélection par 40 000 personnes, donc des maires, des sénateurs, des députés, des conseillers départementaux et régionaux, le choix des candidats, des personnes qui seront habilitées à se présenter à la présidence de la République. Alors, pour avoir pratiqué cet exercice, nous en avons vu les difficultés, pas seulement moi. Hein, il y a Charlotte Marchandise, un certain nombre de gens que Mocrane connaît très bien, puisqu'on s'était connus à ce moment-là. Un certain nombre de gens qui ont essayé d'être candidats à la présidence, donc d'avoir ce que le général de Gaulle recherchait, c'est-à-dire le rapport, la rencontre entre un peuple et une personne. Et c'est totalement impossible, parce que les maires, soit ils ont une étiquette politique, et évidemment, ils ne vont pas donner, à quelqu'un qui est de notre parti en général, soit ils n'ont pas d'étiquette et ils ne veulent pas se compromettre en disant, moi, dans mon conseil municipal, j'ai des gens de droite, des gens de gauche, des gens du milieu, des gens de société, etc. Donc, ils ne veulent pas se mouiller. Troisièmement, ils ont peur, en soutenant un candidat hors système, de plus avoir de subventions du conseil départemental et conseil général. Enfin, tout ça est très malsain. Et alors, j'ajoute la cerise sur le gâteau, qui est un monsieur Bayrou qui dit, bon, finalement, moi, je vais donner ma voix au Front National, et au Rassemblement National, et j'appelle les élus du MoDem à le faire, parce que si le Rassemblement National n'avait pas de candidat, les Français le vivraient très mal, etc. Vous voyez à quel point on est arrivé dans une perversité du système. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller soutenir des candidats nouveaux, quelque chose d'un peu rafraîchissant, on se retrouve à soutenir Madame Le Pen. Voilà, donc je vais juste dire ça. Je pense qu'il faut vraiment changer ce système. Et là, moi, je suggère qu'on lance une campagne pour le remplacement de ce système absurde par des signatures. Donc les candidats, alors c'est ça, 50 000 signatures, 100 000 signatures. S'il en faut plus, j'en sais rien. Il faut que ce soit quand même assez ouvert. Qui remplacerait 50 000 citoyens, diraient nous aimerions que Madame Machin ou Monsieur Truc soit candidat à l'élection présidentielle. Et ça serait beaucoup plus démocratique. Et là, on redonne la voix aux Français. Aujourd'hui, on leur a retiré la possibilité de choisir leurs candidats. Ils se font imposer des candidats par les partis politiques. Voilà, je m'arrêterai là, mais je pense que ça mériterait une campagne. Merci Philippe. Alors juste pour dire qu'il reste un peu plus de 10 minutes d'émission, moi j'aimerais aborder avec vous trois, du coup ce qui est en train de se passer à l'Assemblée nationale, notamment le vote du budget, qui on le sait maintenant ne sera pas voté par l'ensemble du NFP. PS y compris, que le Rassemblement national en l'état ne le voterait plus non plus. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement va rapidement être censuré, ou vous pensez qu'ils vont réussir à trouver un compromis avec le RN, parce qu'avec la gauche c'est terminé? Qui veut prendre la parole? Mocrane, si tu veux. Je ne sais pas si moi je peux dire quelque chose là-dessus, mais peut-être Mocrane. Non, moi je te laisse, Philippe, je prendrai la parole après. Bon, moi, encore, je n'ai pas de boule de cristal, et tout ce que je vois, c'est que Macron a nommé M. Barnier, qui d'ailleurs est une personne tout à fait respectable, et que ce M. Barnier a tenu quoi, 3 mois, non? C'est ça, je ne sais plus combien. Bon. Donc les Français ne sont pas ravis, parce qu'ils veulent être gouvernés. Le budget n'est toujours pas adopté. Donc je pense que tous ceux qui prennent la responsabilité de poursuivre, de continuer, de pérenniser cette situation d'instabilité vont le payer très cher. Donc je leur dirais, faites attention. Donc si vous n'êtes pas capable de vous mettre d'accord, comme on le fait d'ailleurs dans la plupart des pays, que ce soit en Allemagne, où les Verts, les socialistes, etc., tout le monde travaille ensemble pour arriver à gouverner le pays,
si on n'est pas capable de le faire, les partis vont le payer très cher. Et là, c'est peut-être là que l'initiative de Mokrane, cette initiative de plateforme avec des gens très divers, mais qui ont chevillé au corps le service du pays et de l'Europe en ce qui nous concerne, peuvent avoir aussi un certain écho, parce que les gens diront, bon, il y en a assez de ces partis politiques qui sont incapables même d'adopter un budget. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, les partis ont intérêt à trouver des solutions, parce que sinon, ils vont le payer cash. Moi, je pense que Philippe vient de dire quelque chose de très, très, très important. Moi, je crois que dans leur délire et dans leur aliénation, ils continuent à faire fonctionner leurs pratiques politiciennes comme si nous étions des abrutis et inconscients. Or, le PS a fait ses calculs et le PS, comme malheureusement depuis 40 ans, nous bassine un petit peu, ils sont capables de virer de QT. Ils ont vu que c'était pas leur intérêt politicien de jouer les médiateurs et de soutenir l'action. Moi, à partir du moment que Barnier n'a pas été en mesure de pouvoir gouverner, alors que bon, il est une personnalité. Bon, c'est vrai qu'il appartient à un mouvement politique, mais c'est quand même quelqu'un qui avait quand même une dimension. Il y a une certaine sagesse. Il n'a pas été foutu. Moi, je pense que on va vers une motion de censure parce que là, c'est inévitable. Et je pense même qu'on va vers une démission derrière de Macron. Parce que il joue le caractériel en disant moi je m'impose quand même, etc. Mais à un moment donné, les verrous, quand on les serre trop, ils explosent. Et je pense qu'il ne pourra pas tenir. Une deuxième censure fait qu'il ne pourra pas tenir jusqu'en 2027 et qu'il risque d'y avoir une présidentielle. Et moi, je la vois entre septembre et octobre 2025. Alors, pour corroborer ce que tu dis, Rachid, il est vrai que moi, j'ai eu certains états-majors de grands partis politiques qui anticipent et qui préparent une éventuelle élection présidentielle d'ici la fin de l'année. Je te le dis, enfin, je vous le dis du coup. Donc oui, ça c'est. Moi, je suis assez d'accord avec ton analyse et je pense que oui, il va être censuré. Et oui, je pense qu'au bout d'un moment, il va pas avoir le choix parce qu'on est dans une telle impasse, parce que on est vraiment, enfin, on n'a jamais vécu ça en fait, hein. Et je vois pas comment il pourrait se maintenir encore, parce que là, si ce gouvernement saute, il va encore remettre quelqu'un de centre droit, il mettra pas quelqu'un du NFP. Et je pense qu'il y aura le même résultat. Donc, je pense qu'on est dans une impasse et il faut sortir de cette impasse. Et à mon avis, il faut qu'il démissionne. Mais le pire dans l'histoire, c'est que parce que je crois que la nature humaine, elle est ce qu'elle est, c'est que non seulement nous sommes dans une crise politique, mais le pire, c'est que nous sommes dans une crise du ressentiment du peuple. C'est une souffrance terrible, une angoisse terrible que des millions d'individus vivent parce qu'à un moment donné, l'incompétence au pouvoir a déjà, voilà, nous on doit, comme le disait Philippe, il défend, bien sûr que nous devons avoir une république, une Europe très très forte face aux blocs qui aujourd'hui veulent imposer leur vision du monde. On a la Chine en face, l'Inde, les États-Unis. On a besoin d'une Europe solide. Et quand ils parlent de république européenne, moi je l'entends. Et on doit défendre cette conception-là. Mais elle mérite, la pédagogie s'impose. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Moi je le ressens au niveau du peuple. Moi je pense qu'ils ne pourront pas tenir. Et que le Bayrou, il faut dire la vérité, les premiers pas qu'il a fait, ce sont des actes manqués. Et ces actes manqués,
qu'il a fait prouve que ce type-là, à qui on a cru à un moment donné, parce que bon, il nous a bassiné en 2018, pendant des années, etc., on voit bien que c'est un mec, il a montré qu'il était à côté de la plaque. Comment vous le voulez qu'il tienne? C'est pas possible. Donc je pense que en unissant nos énergies, en gardant nos identités, moi je vois bien la branche européenne de Philippe Mazurel défendre son idée d'Europe, de République européenne dans le cadre de ce qu'on fait, et faire de la pédagogie, et faire un séminaire sur ce sujet, pour que l'ensemble des mouvements finissent par adhérer, etc., etc. Je vous en prie. Merci beaucoup. Philippe, vas-y, et après je reprendrai pour faire la synthèse là. Vas-y. Oui, juste un mot pour répondre à Lydie. Juste pour répondre à Lydie Glaise, qui était en ligne, je viens de voir sa question. Donc, elle dit le budget de la gendarmerie a été réduit, si j'ai bonne mémoire, de ce que j'ai vu, de 17%. Voilà. Oui, elle a raison. Merci, Lydie. Donc, c'est vrai, écoutez, je pense que la sécurité, c'est la sécurité, j'entends évidemment la sécurité physique, la sécurité, avoir une gendarmerie qui tient la route, par exemple, c'est très important. Et donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas rogner sur ce qui est la sécurité des Français. Il faut évidemment trouver un bon équilibre entre les différents besoins du peuple français. Mais c'est vrai que la défense, c'est quelque chose, la défense, et notamment la défense au quotidien que représente la gendarmerie, il ne faut pas la négliger, c'est sûr. Évidemment, d'accord avec ça aussi. Voilà. Juste par rapport à tout ce que vous voulez dire, ça se défend. Moi, je vais vous dire quelque chose, et j'en suis convaincu. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on fait cette émission. Dans pas très longtemps, ça risque d'éclater. Non seulement parce qu'il y a les histoires des chiens crevés qui sont alimentés et on les met au haut de la page, mais au mois de mars, voilà, il va y avoir une décision de prise au sujet d'une personne qui est à la tête d'un parti politique français qui a eu 11 millions de voix aux dernières élections. Et je pense que ce qu'ils ne comprennent pas, tous ces gens-là, c'est que nous, ce que nous représentons, les citoyens, on a bien compris ce qu'il en est et que si jamais il y a de la compensation, ça va mal tourner au vinaigre, et que de toute façon, tous les politiques, quel que soit le parti, ils vont être dans une situation intenable. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est l'opinion publique qui va pousser tout ça, parce que les gens, ils sont saturés. Et vous savez, c'est comme une potion. On sature, on met du sel dans l'eau, et puis d'un seul coup, il n'y a plus d'eau, il n'y a qu'un bloc. Et le problème, c'est que quand il n'y a plus d'eau, qu'il n'y a qu'un bloc, il n'y a plus rien qui se passe. Et donc, le système risque de s'arrêter. Et je pense que les gens, quoi qu'il en soit, et malgré leurs idées politiques, je parle du citoyen dans lambda, la seule chose qu'il veut, c'est vivre en paix, ne pas avoir de guerre, pouvoir être respecté et faire vivre sa famille. Et qu'ils en ont ras-le-bol de tous ces privilèges. Et je pense qu'ils vont tomber d'eux-mêmes. Je voulais répondre à Lydie. Oui, Lydie, 17%, c'est scandaleux. Elle fait bien de le dire. Mais moi qui suis un homme du sport, on vient d'avoir les Jeux Olympiques. 33% de coupe sur le budget du sport en France. Après avoir eu les Jeux Olympiques, comment se fait-il qu'après avoir eu les Jeux Olympiques, qu'il y ait une coupe aussi franche pour le sport de 33%. 33% au niveau du haut niveau, au niveau des fédérations. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'au niveau des communes, au niveau des mairies, au niveau des Comcom,
le manque à gagner qu'il y a pour tout ce qui est associatif. Associatif pour le citoyen lambda qui veut faire une activité et qui a envie de faire une activité. Donc, je pense qu'on est très saturé. Et je reviens sur ce que disait, et c'est notre force, nous tous, et je pense qu'on l'a compris. Effectivement, Mokrane, avec tes mouvements, tout ce que tu viens de dire, tout ce Pas que mes tu mets en mouvements, non. c'est Tu super. es Non, partie non, intégrante. Moi, je rentre dans ton incubateur. j'ai Toi, tu compris. viens dans notre incubateur. Si Philippe, moi, je pense que Philippe peut faire de la pédagogie parce que sur la question européenne, il la maîtrise. Il n'a rien à perdre à venir. Il n'a rien Voilà. à perdre à partir. Alors, c'est ce Puisque que je voulais dire. on n'est pas un Avec mouvement Philippe, structuré. voilà. C'est qu'avec Philippe, en tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Parce que des fois, il faut savoir donner son avis personnel, même si les gens ne le partagent pas. Moi, aujourd'hui, on a reçu, et Max était tout à fait d'accord avec moi, on reçoit Philippe, pas parce que c'est un ami, on ne se connaît pas plus que ça, mais parce qu'il y a une cohérence dans le dialogue qu'il a et dans le combat qu'il a mené, et que cette cohérence peut être mutualisée à ce que l'on pense et ce que l'on veut faire. Et si on arrive à faire ça, on sera plus fort. Je vais juste terminer. L'incubateur, le principe de l'incubateur, c'est le symbole de créativité, d'innovation. Je répète, c'est le symbole de créativité et d'innovation. L'incubateur est le lieu où naissent les idées les plus audacieuses et les projets les plus prometteurs. Rêver d'incubateur, c'est se laisser emporter par l'excitation de l'imaginaire et de la possibilité. Si vous en êtes d'accord, si les gens sont d'accord, voilà ce que doit être l'incubateur. Merci à tous. Merci beaucoup, Roger. En tout cas, c'était une de nos plus belles émissions. Hein. Moi, j'ai trouvé vraiment que qu'on a parlé de sujets vraiment intéressants. En tout cas, merci. Je vais vous laisser évidemment un dernier mot avant de clôturer ce live. Je ferai à la fin de ce live aussi une annonce qui concerne les municipales et l'écologie autrement, parce que je suis vice-président de l'écologie du parti d'écologie autrement, et donc je ferai une annonce pour les municipales. Donc, Rachid, dernier mot avant de clôturer. Écoutez, moi, la seule chose que j'espère dans le dernier engagement que j'ai dans ma vie, parce qu'à un moment donné, il faut laisser la place à des jeunes comme Alexis Boudot et un certain nombre d'amis qui sont à l'œuvre, c'est qu'on mette notre expérience, nos enseignements au service de ce pouvoir d'agir, ce pouvoir d'influence. Et j'espère en tout cas que dans cette dernière ligne droite, on arrivera à mutualiser nos énergies, nos forces autour de ces municipales 2026, où si on arrive à aligner 200 listes aux municipales, je peux vous dire que les choses bougeront et que nous serons entendus. Et pour l'après, ça peut se structurer avec un mouvement qui aura du corps et du sens. Merci beaucoup. Philippe. Ah, je crois que... Ah, si, c'est bon. Il faut que tu rallumes ton micro, Philippe, s'il te plaît. Philippe, il faut que tu... Il n'y a pas ton micro. Voilà, c'est bon. Merci. Excusez-moi, c'est bon? Oui, je l'avais coupé pour ne pas perturber. Donc, merci beaucoup pour cette émission que j'ai trouvée très intéressante. Hein, et je viens de noter que Rachid a dit « j'espère ». Pour moi, le mot qui sort ce soir, c'est le mot « espoir ». Hein, c'est l'espoir que nous allons arriver à une paix en Ukraine. C'est l'espoir que nous allons également remettre de l'ordre dans la démocratie française. Et c'est vrai qu'on ne peut pas le faire tout seul. C'est vrai qu'il faut faire ça ensemble, en groupe, dans le respect de l'identité des uns et des autres, effectivement. Mais gardons toujours cet espoir, cet optimisme, parce que c'est ça qui fait avancer. Donc, restons enthousiastes, continuons à croire en nos valeurs et en nos idées. Et je pense que nous pouvons avoir la capacité de convaincre beaucoup de gens de participer
au renouveau de la vie politique française et européenne. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, l'annonce que je voulais faire, donc en tant que vice-président de l'écologie autrement, c'est qu'avec avec Alexis, avec d'autres militants, nous avons décidé de nous présenter à la mairie de Toulouse. Donc, l'écologie autrement, pour la première fois, se présente, donc aura, alors, on ne sait pas encore qui sera à la tête de liste, mais voilà, il y aura une liste écologie autrement avec d'autres petits mouvements à la mairie de Toulouse, et donc on vous engage tous à nous rejoindre. Voilà. En tout cas, il y aura une trentaine de mouvements, tu peux savoir qui vous soutiendra déjà. Voilà, je te le dis. Voilà. Parce que c'est la règle d'or entre nous. C'est de ne pas multiplier, et Toulouse sera soutenue par les mouvements dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bah, Et vous super. aurez même des candidats d'un certain nombre de mouvements. Avec plaisir. Avec plaisir. Roger, je te laisse le mot de la fin et après je Oui. Ouais, ben moi, je vais vous dire bonsoir. J'ai fait le mot de la fin avec l'incubateur. Je pense franchement, et je suis convaincu de ce que je vous ai dit, je vais juste le relire, que les gens le gravent bien dans leur mémoire. L'incubateur, symbole de créativité et d'innovation, est le lieu où naissent les idées les plus audacieuses et les projets les plus prometteurs. Rêver d'incubateur, c'est se laisser emporter par l'excitation de l'imaginaire et de la possibilité. Merci à tous. Juste en annonce, vendredi prochain, on a une édition spéciale, l'incubateur. On a 3 invités de marque qui sont Philippe Mazuel, qui sont monsieur Jean-Marc Gouvernatori et monsieur Gildas Vieira, et qui ne viennent pas présenter, mais ça sera sur question-débat, et on invite les gens à faire comme ce soir, à participer, à poser des questions. La première partie, c'est sur l'Europe, et on va revenir sur l'Europe en général. Et la deuxième partie de l'émission, c'est sur le mieux vivre. Merci à tous et à très vite. Alors, je voulais dire, voilà, Gildas Vieira, Jean-Marc Governatori et Alexis Boudot, pour ne citer que, font partie de cette stratégie globale. Voilà. Et j'espère que Philippe va nous rejoindre puisqu'il ne me l'a pas dit. Ah, je ne peux pas tout seul engager le mouvement. Absolument, tu as raison. Mais, vous savez que j'ai beaucoup de sympathie. Nous sommes très proches d'Écologie Autrement et d'autres, donc, et du chapiteau. Donc, voilà, tout ça, nous allons évidemment en parler au sein de Patché. Absolument, absolument. Eh ben, c'est une très bonne chose. On a eu juste un petit coucou d'Audric qui a bien voulu faire voir qui nous a suivis. Et je tenais à le remercier. Merci Audric, qui est le président de Patché. Voilà. Bonne soirée et merci de nous avoir suivis sur Résistance et Liberté. Et donc, à vendredi prochain, alors, il y aura d'autres lives avec nous avons sur Résistance et Liberté un politologue qui s'appelle Michel Fize, qui est alors, j'ai pas encore, mais je sais qu'il y aura un live mardi, me semble. Et donc, on essaye de multiplier les lives. Donc, en tout cas, merci infiniment d'avoir participé à ce live. Merci infiniment de l'avoir regardé. À très bientôt sur Résistance. Magnifique émission, vraiment bravo. Merci. Merci. Et puis, merci au public qui a su nous envoyer des questions. Merci Lydie. Ce n'est pas la première fois qu'elle intervient. Alors, Lydie, merci. Lydie, c'est une de nos admins principales, en fait. C'est elle qui gère les groupes Résistance et Liberté. On est 3-4 admins principaux. Donc, Lydie, quelqu'un de très important. Merci beaucoup. Au revoir.